Ben, j'ai deux choses à dire et il faut procéder par ordre. Mais quel ordre, c'est ça. Il faut faire des choix sur, sur des lignes qui s'entrecroisent. D'abord, la météorologie. Il fait beau, bien sûr, on est en plein été, mais euh, il y a du vent du sud qu'on appelle ici l'odos, qui fait haute mer, comme on dit. Et ça a une conséquence directement sur le corps. Sur l'esprit, je ne sais pas, mais ça fait d'abord un rafraîchissement. Mais, comme on dit, enfin, selon un census communiste d'ici, de cette ville, elle s'appelle frapper. Ce vent peut vous frapper, disons, vos ossements. Un point, voilà. Enfin, c'est pas le moindre des choses qu'on puisse dire concernant la multiplicité de paramètres parmi lesquels il faut tracer un diagramme pour procéder par ordre. Ça peut être le plus large cercle ou diagramme dans lequel comment on voit les autres diagrammes. Plus important peut-être, on va les parsemer ou bien les composer ensemble. C'est ça. Moi, je préfère d'emblée la météorologie. Mais il y a le futur, pardon, le passé proche, c'est-à-dire hier, la notion d'hier. Et je veux parler, je crois, voilà, de ce genre de découpage. Et si vous voulez de prendre de profil relief, autrement dit, des séries d'Abstandungen, selon la méthodologie phénoménologique. Il y a passé proche, hier, notion d'hier. Il y a des appellations, donc des choix, des découpages. Donc la notion même de hier qui s'impose comme schème. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce déroulement temporel? J'ai fait des films. Je me, je me préoccupe d'abord de moi-même, mais justement pour ne pas me préoccuper de moi-même, pour ne pas être dans une sollicitude et dans une soliloque, je m'ouvre vers l'extérieur qu'on appellerait la ville, l'urbain, le quartier, littoral, lieu, site historique, les lieux découverts, etc. Donc une amplicité est parmi et sous laquelle quelqu'un X ou bien moi, être, chercherait des identicités qui seront enfuies. Des identicités enfuies. C'est le nom, le titre d'un de mes films, assez court, assez dense, qui est fait. Je ne sais pas si j'ai publié, mais ça date encore à peu près du mois de mars de 2020. Donc, il y a passé proche, il y a passé lointain, ou bien moyennement lointain, 2020, qui s'impose chaque fois que je commence à faire quelque chose. Donc, un retour au sens retentionnel. Il y a une adresse qu'on peut appeler le nœud référentiel. Là, entre un maintenant qui est 2024, maintenant passé déjà devenu fin de mois de juin et aujourd'hui probablement 1er juillet. Donc, impossible d'arrêter une flèche du temps
qu'on appellerait la chronologie et qu'on place sous une ligne de diachronique et on jette des coups d'œil, entre guillemets, où on prête des oreilles et on feuillette les anciennes traces des notes, des œuvres, des fragments. Et dans une simultanéité, encore au choix, selon ce qu'on nous a imposé. Donc, parmi les traces écrites qui se découpent et qui se posent dans le passé proche, donc hier, c'était ce texte célèbre de 8 mars 2020, intitulé brièvement Malum Bonum. Là, sur lequel je travaillais, et j'ai fait un film qui s'appelle, qui a un rapport avec le vent, justement, qui s'appelle Que le dieu Pan relève la voile d'Isis, le souffle du dieu, que le souffle du dieu Pan relève la voile d'Isis. Donc il y a déjà beaucoup de choses. Un titre qu'il s'agit d'une œuvre quand même artistique, d'un film en l'occurrence, qui comporte déjà le vent d'hier et le vent d'aujourd'hui qui m'a frappé au sens non pas métaphorique, mais au sens corporel, physiologique. Voilà, au moins on a fait ce découpage, un petit tour d'horizon. Et dans ce texte d'hier, qui s'impose toujours dans mon archive, à partir de son titre, et je reconnais au sens de la recognition son contenu, mais quand même, sérieusement, c'est que hier, je l'ai réécouté et je suis à peu près dans le fait de son contenu, disons noématique. De quoi il s'agit? Il s'agit, à mon grand étonnement, d'une grande litanie des dénominations ou des apostrophes, mais plutôt des dénominations, on peut dire facilement des adjectifs ou des prédicats de l'homme. Mais d'une énumération étonnante parce qu'il ne s'agit pas d'une ode ça ne suit pas une ode réparable. On n'arrive pas à saisir l'ordre, procédé par lequel on nomme ou on dénote, on attribue justement l'homme, encore une autre appellation, avec tant d'adjectifs disparates, mais chaque fois qu'il y a une faille entre un adjectif ou un prédicat et entre une autre prédicat, ça fait à la fois une ironie, c'est ironie, mais quel genre d'ironie? Il fallait parler de la notion de l'ironie, ironie socratique, ironie romantique, ironie postmoderne, pourquoi pas, pour aller vite. Et pourquoi ça dérange l'ironie? Pourquoi ça ne fait pas rire, pas simplement? Parce que je trouve que quand même, il n'y a presque rien à rire, sauf que moi, même dans mes présentations, je ris très souvent. Donc, je sens, avant de prononcer, pour faire un mot insolite, pourquoi pas, je commence à rire. Donc, avant de proférer, je sais ce que je veux dire et ça me fait rire. Et d'où un rire retenu me permet à m'enchaîner à une autre
ironie ou à mon propos ordinaire, entre guillemets. C'est ça, à peu près, sa fonction, partiellement, vu de ce point de vue. Mais il y a des autres points de vue qui... Donc, si on distingue les couches profondes, noématiques, disons, unité de moi avec ses souvenirs dits naturels ou Erinnerung, c'est-à-dire souvenirs intériorisés sans l'aide de n'importe quel mnémotechnique, on peut les accéder à l'intérieur d'un fonctionnement de l'esprit du humain. Et il y a une autre couche dans laquelle on a des recours à des traces écrites ou à ces titres uniquement, donc pas au contenu directement. C'est ça qu'il fallait distinguer qu'on a fait. Donc les titres qui s'imposent, qui nous rappellent que ceci existe comme trace écrite ou sonore, mais dont le contenu est fermé, nous, et il y a un titre qu'on peut appeler le nom, un énoncé, une vue partielle, métaphorique ou oblique, qui ne donne pas le contenu directement, et donc il y a une différence du contenu qui nous étend à une deuxième rencontre et qui nous fait penser, cette fois-ci, une autre couche ou un autre profil dans ou au milieu duquel on a eu cette Stimmung qui a permis à écrire une telle trace à partir de quel ordre ou coordination, disons, mentale, pour ne pas dire spirituelle, il faut éviter certains mots. Voilà, état des âmes qui arrivent dans les différentes périodes, les différents états d'âme essayent de s'accéder pour voir si on peut les enchaîner, et pour voir justement, ou simplement, ce qui va en passer, ce qui va se passer. On peut dire une simple curiosité, mais d'un autre point de vue, une étude sérieuse faite sur soi. Mais j'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un enfermement, une soliloque de soi. Peut-être il y a une fuite, du moins, vers l'extérieur, mais au prix de quoi? De tomber dans l'implicité, dans le disparate, dans une autre sorte espace, extra partes extra, donc fragmentaire, comportant des lacunes ou des non-intérêts, et il y a des points d'intérêt parsemés, disons dans une géographie ou dans une topographie urbaine, qui serait la mienne. Donc, le concept de mien était ramasser cette disparité dans une unité et qui la met en ordre à la fois spatial, c'est-à-dire selon les critères de proche ou loin, donc distance et proximité, et l'importance, c'est-à-dire une différence de degré entre leurs différentes couches et leurs priorités. Par rapport à quoi cette priorité? Par rapport à la tâche actuelle, maintenant, qu'on va se donner comme une tâche, par un acte de liberté, parce que ça ne s'impose pas dans un travail de libéralité, qu'on appellera la philosophie, l'art, praxis au sens général, au sens aristotélicien, et non pas faire
je suis contre à cette... On peut mettre entre guillemets la notion de faire, qu'il faut d'abord distinguer de agire, agir, effacer, comme Kant fait tout de suite. Donc, praxis, ça comporte plusieurs couches qu'il ne faut pas traduire uniquement avec, au sens étroit, pragma. Hegel distinguait quoi? Tat et Tun. Et la notion de Wirklichkeit rafraîchissait toute rapproche à la notion de pragma. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans quel genre de pragma je me trouve? Ou je veux que je me retrouve dans un pragma? C'est un atelier, c'est un chantier de travail dont je parle. Donc, il faut distinguer dans une étape suivante, mais qui est déjà inscrit dans le discours, c'est la couche télétechnologique ou logotechnologie. C'est à partir sur laquelle je fonctionne avec les machines, soit machine de capture, caméra, microphone, et ce que j'appelle l'archive, c'est quand même l'ordinateur. Et l'écrit, papier, livre, tout est fragmentaire, tout est en liaison, mais tout est sans liaison. Effectivement, le mot magique qu'il faut révéler maintenant, c'est liaison, justement. Là où on a commencé notre étude catégoriale et sur le sens interne, c'est-à-dire le temps, phénoménologique du temps, du sens interne. C'est le titre d'une autre film. Alors, le mot magique qui sera liaison, en allemand, je préfère, en pensée philosophique, pourquoi qui nous dit Verhältnis. Verhältnis comporte une halten, une halt, une attention et un certain séjour que je peux traduire, s'attendre autour ou dans laquelle se loger dans une problématique qu'on s'impose librement, comme il faut être dans une pragma. Cette extériorité de la machine en nous, dont le contenu ne nous a pas transparente, parce qu'ils gardent eux aussi jalousement dans une fermeture non d'éclos leur contenu. On est curieux de voir, mais on n'a pas le temps de l'ouvrir, d'éclore le contenu d'un titre qui est capté par la machine, qui est gardé par la machine dans une, disons, distance respectueuse, parce qu'il y a des catégories morales qui entrent dans ce concept de liaison, et non pas une relation seulement mécanique. J'ai à peu près tout dit, mais dans le contenu me fait un véritable problème, et avec ces accidents, cette fois-ci, non pas au sens de prédicat ou adjectif, mais véritable accident survenu dans la machine et dans les méandres de la machine,
est dans mon rapport à ma machine, c'est-à-dire à mon ordinateur, à mon caméra, à mon des trucs. Accident au sens de des choses survenues et out of order justement, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas ordonné, ce qui ne nous obéit plus, c'est-à-dire au flux du conscience, qui n'obéit plus, un obstacle, une négativité dans la machine, dans notre rapport à la machine, bien sûr. Ma machine elle-même n'a aucun dérangement. Voilà. Out of order, en anglais, veut dire ça ne fonctionne pas. Il y a un obstacle, il y a une opacité qui ne redonne pas la transparence du flux, qui ne redonne pas en échange. Donc, elle garde, la machine garde la mémoire jalousement, respectueusement, pour nous, à notre demande, mais dès que nous aurons besoin, l'accès à la machine est bloqué, ce qu'on appelle scandalon. Je suis interdit de machine, voilà. J'ai traduit le mot scandalon comme Lacan un peu, ou bien j'ai fait un rapprochement comme Lacan, comment il fait, je ne sais pas, mais il fait un rapprochement avec Aristote et Éthique à Nicomaque en parlant de l'inceste qui n'a rien à voir avec notre propos, mais interdit. Peut-être il est en question d'une part scandalon, escatolon, qui aura voilà, un rapport étymologique avec scandale, et scata, de l'escatologie et notre quoi, fonctionnement scatologique. Donc, ce qui est de l'ordre de choses tues. Rejeter, je dirais, par scansion, par moment eidétique justement, pourquoi pas, parce qu'il s'agit des contenus quand même, là on parle formellement, par leur aspect extérieur et par leur enchaînement possible, mais leur contenu, disons, eidétique et des eidéticités enfuies, aura pu penser de cette manière aussi. Il y a beaucoup de choses quand même, n'est-ce pas? Même il y a la notion, pour dire fragmentarisation à distance, coupure, rupture, il y a maintenant l'amour inattendu avec l'inceste encore plus inattendu, scato. Scato et fugue, c'est un genre musical apparemment. Et j'ai prononcé le mot fuite de moi, fuite du soir, et tomber dans l'imbricité. Et donc, dans une chose attirante, comme divertissement, joyeux comme le vent frais de l'été, qui a un rapport, bien sûr, avec le souffle de Dieu, Pan, et sa voile, Isis sera enlevé, finalement, dévoilé, dans une déclosion. Donc le mystère est gardé. Garder veut dire halten,
ou bien wachrende Wahrheit, pourquoi pas. La vérité, c'est entre ces divers ordres où est dérobée la vérité à moi. C'était ça, mon propos, et j'ai bien, disons, je me suis encore bien sorti de l'affaire, si on est sorti de l'affaire, ou bien on est juste absorbé par l'affaire dans laquelle nous travaillons et qu'est-ce que nous nous secourons, et nous demandons du secours humain à secourir, et que j'avais dénommé Dieu Pan. Dieu tampon. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est une ironie non volontaire qui s'est faite tout à l'heure. Dieu, avec cette union pan, maintenant devenu Dieu qui est en pan, out of order, qui sort de l'ordre ordinaire. De l'ordinateur, Dieu qui sort de l'ordinateur. Il faut que j'arrête là, et Dieu tampon. Ordinateur est tampon, moi je suis en pan, et qui va souffler, qui va porter une secours à cette pauvre Isis. Isis, c'est qui? Isis, tout ce qui se monte d'emblée dans ce que nous appelons amplicité disparate, dans lesquelles nous nous réjouissons et nous tombons encore dans un non-accès interdit d'accès, et nous retombons dans notre topos, c'est-à-dire dans notre petite maison esprit, qu'on appellerait Heimat, notre petite maison, boîte noire, caméra obscure, et cette ouverture allait vers pour fuir le moi enfermant cavernesque du moi, fugue, une traduction abusive, peut-être, et d'une part, caverne, ce n'est qu'une métaphore, le flux ininterrompu, c'est encore pire que le caverne, parce que dans son coulée, c'est encore plus inatteignable qu'une intériorité d'une caverne, qui aura en plus une fenêtre ou une ouverture, comme dans le modèle de monade. C'est encore assez confortable. Voilà. Vous voyez, les couches s'entrejouent et se contaminent par sens, enfuient, mais tout se passe dans la surface de l'implicité et sous nos perceptions, pas notre sens interne, mais tout est extérieur. Tout est extérieur, donc non transparent pour nous, qui comporte des discontinuités, qui fait des obstacles et des problèmes, qui nous pose comme problème, et ça devient notre tâche à résoudre comme pragma. Non, qu'est-ce que tu fais? Je vais bien, voilà. Le contenu de faire, c'est ça. Rien d'autre. Formellement parlant. Indépendamment du contenu, on a ouvert quand même quelques titres, Malum Bonum, et l'autre, le Dieu Pan, qui relèverait la voile d'Isis. Un autre titre de cette fois-ci du film. Une troisième, c'était le titre quand même très phénoménologique, les Aïdécités enfuis.
Ça existe un film comme ça, mais depuis des années, donc depuis au moins 4 ans, je n'ai pas regardé, je ne peux pas assurer le contenu. Ça peut être bien, ça peut être mal, bon ou malum. C'est unheimlich. C'est pas, l'accès n'est pas interdit, mais unheimlich et il faut être il faut prendre des précautions, autoprécautions. Et il faut prendre des cautions. C'est un sujet à caution. Donc déjà un conditionnement hypothétique dans un mouvement de hyperbole. Qu'est-ce que je disais pour hyperbole l'autre jour? Hyperbole, pour traduire quoi? Ah oui, sur-surface, sur-espace. Tout ce qu'on peut appeler le plus large cercle qui engloberait les autres cercles pour définir l'espace extra parthèse extra, parthèse extra parthèse. Et on appellerait une espace hyperbolique, disait-il, je crois, au serment, le livre intitulé La poésie de l'univers. Voilà, hyperbolique, ironie, il y a plusieurs choses qu'il faut procéder par ordre, mais comment? Vous avez, si vous me suivez, vous savez que depuis quelque temps, j'utilise un concept, pour moi, une expression de propulser. Et j'utilise bien sûr comme terme de la psychanalyse pulsion. Et j'utilise le mot tribe. Eh bien, dans mes écrits, surtout littéraires, et même pas littéraires, il y a toujours un animal qui traverse l'écriture, soit mes photos et animal en allemand, qui veut dire tierce. Bon, qui n'a rien à voir, n'est-ce pas? Impulsion et l'animal, notre âme animale, anima, chez Aristote, n'a rien à voir avec l'animal, etc. Mais, effectivement, cette quasi-citationnalité, Derrida, en analysant les écritures de Heidegger, quand il parle d'un singe, singerie, Heidegger, il disait que voilà, ce qu'il essaie d'éviter, Heidegger est arrivé, un animal a traversé son écriture. C'est ça. D'où vient un animal qui traverse, un animal. J'ai déjà thématisé, donc je ne reviens pas. Le problème dans cet enregistrement, c'est propulser, ça rappelle une sorte une énième génération de moteurs d'avion ou de roquettes propulsion, c'est ça, mais justement, il y a un côté astral, physique du monde. Du côté d'énergie, effectivement, les langues occidentales et toutes les langues sont échouées. Le mot énergie qui vient de grec énergia, qu'on utilise dans le pire des sens.
Donc une déchéance totale dans la compréhension, signification, quoi que ce soit, Bedeutung, quelle peut être Bedeutung d'un pétrole. Bon, laissons côté la plaisanterie qui n'en a pas une. Trêve de la plaisanterie et trêve de ce sérieux. Dans l'un de mes enregistrements, immanquablement, en fait, irrésistiblement, j'ai usé, sans citer son écrit, le nom propre de Ahmed Soysal. Eh bien, il y a 2 jours, dans la bibliothèque parentale, j'ai trouvé son livre sur justement pulsion, logique de la pulsion, écrit en turc, İçsel mantık, donc la logique pulsionnelle, que j'avais lu quelques pages, mais comme j'étais effectivement, je n'ai pas lu totalité, je n'ai pas lu la totalité, mais j'ai déplacé le livre donc avec moi, envie de lire, et c'était donc très important à cause de son titre. Mais vu qu'il s'allongeait un peu trop dans les considérations de l'astrophysique, donc l'invention de quark, DNA, etc. Moi, je pourrais m'informer d'une manière beaucoup plus rassurante dans l'un des livres des spécialistes publié, traduit par Tubitak, notre grande institution scientifique, etc. Donc, c'est pour ça que j'étais en lasse tout en voyant quelques phrases concernant il y a 3 genres de jugement, etc. Hypothétique, catégorique, déduction, déduction immédiate. Bon, et dans ses débuts et partout, j'ai lu finalement ce matin partout un livre scolaire, mais au fond, aucune citation. Il explique dans sa préface, aucun nom propre. Donc, comme il s'agissait d'une science établie sans nom, et rien à discuter. Bien sûr, c'est écrit d'une manière très honnête, d'une manière très systématique, et pour arriver à une approche phénoménologique. Au départ, c'est la science qui fait parler, sans citation. Donc, c'est pour ça que ça a l'air d'un livre scolaire sans brouiller les esprits avec le nom propre, Newton, Galilée, Bohr, Nilsson, Einstein. Bon, effectivement, comme il y en a beaucoup, peut-être que les scientifiques depuis au début du XXe siècle, ils ont laissé tomber, donner à leur invention leur nom propre. Dernièrement, il y avait les djinns de Maxwell, n'est-ce pas? Maxwell, c'est un grand physicien, astrophysicien. Les djinns de Maxwell, c'était encore sympathique. Donc ici, dans notre époque, il n'y a que des quarks, il n'y a que des voilà, certaines unités, etc. Mais j'ai appris des choses, enfin, j'aurais pu apprendre, mais le problème, enfin, comme il est philosophe, et il analyse en 3 parties son propos, donc une partie
en ce qui concerne logique, en fait, ils prétendent, c'est très intéressant, que ce qu'il appelle la logique pulsionnelle sera une logique le plus générale possible et sous laquelle la logique, ou bien la science, enfin une manière de cogiter, construire son récit dans le domaine de la cosmologie, disons, entre guillemets, les astrophysiciens ou les physiciens d'aujourd'hui usent des procédés, de manières d'expliquer à laquelle le langage résiste. C'est ces propos qu'il problématise très vite, mais très justement, je suis d'accord, mais c'est connu depuis Crisis des sciences européennes et de Edmund Husserl. D'ailleurs, la référence sine qua non, son nom c'est Husserl. Donc, dans sa préface, il dit qu'en fait, tout le monde essaie, enfin, la plupart des philosophes essaient d'écarter la phénoménologie à cause de cette prétention de tomber dans le piège de cogito ou d'ego. Il assume cogito, enfin, non pas cogito, mais égologie, ce qu'il appelle égologie, non pas écologie. Eh bien, on ne voit pas dans les deux grands chapitres concernant cosmologie et biologie, en ce qui concerne individualisation et le jeu, enfin, irréductibilité si c'est possible. Donc, troisième partie, je n'ai pas lu, il faut le dire, mais on a, enfin, troisième partie, c'est l'instance langagière. Ce sera logique qui n'existe que chez l'homme et non pas dans les événements où rencontre des forces et des lois de gravitation et des eh bien, des nucléaires, électricité, les valeurs d'électricité, les stabilisants des atomes, des neutrons et des protons, les quarks, etc. Tout ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas, bien sûr, le moral. Il n'y a que des entités et de naissance, une certaine génésis qu'il appelle plutôt, en fait, il se réfère plutôt à la théorie de Big Bang que à une sorte de taxinomie, selon mon expression, qui vient de Foucault et de Moyen-Âge, une taxinomie mathésis qu'il appelle une approche statique. Soit, il ne préfère pas l'un à l'un des deux. Le problème, c'est que il cherche une logique unifiante qui sera une seule et dont les autres, celles des sciences régionales cosmologiques ou astronomiques, seraient dérivées. Alors, la thèse, c'est cela. Et il essaie d'expliciter un domaine de logique très général, dont l'expression ne serait que, bien sûr, l'humain, ça ne concerne que l'homme. Comme Heidegger aussi disait que la question de l'être ne concerne que Dasein, c'est-à-dire Dasein, c'est le quoi? Choban, c'était quoi? Führer des animaux.
celui qui guide les moutons. Bon pasteur, voilà. Pasteur de l'être d'Aza. Nous sommes donc, chez Ahmed Sosa aussi, nous sommes pasteurs à qui revient la responsabilité d'éclaircir cette logique, soit dans le domaine cosmologique, soit dans le domaine de l'évolution d'événements biologiques, aminoacides, DNA, transcription, reproductibilité, différence de sexe, etc. Ça a un peu passé vite parce que je ne vois pas la distinction qu'on a appris dans l'école secondaire entre la reproduction non sexuée et reproduction sexuelle. Bon, disons, enfin, dans les écoles, on apprenait quand même, dans le cours de biologie, on apprenait des choses extraordinaires à l'époque, mais maintenant tout est interdit. Hein. Bon. Je me demande les médecins qu'est-ce qu'ils font, prier à la transcendance peut-être, à l'unité du soi et égoïtaire. Bon. Ce que je voulais dire, l'instance langagière, c'est quand même quelque chose d'énorme. Bien sûr, Michel Foucault aussi, dans les mots et les choses, il thématisait la découverte du langage dans son épaisseur nue, à partir de certaines références à Mallarmé, à recherche philologique ou, comment dirais-je, voilà, hurufiyat, c'est pas lettrisme, mais l'ancienne tradition talmudique, kabbaliste, qui cherchait des sagesses secrètes dans les mots. Bon, c'est pas une invention récente, mais dès que la philologie s'évolue vers la linguistique comparée, effectivement, il n'arrive pas à trouver une stabilité, une unité, bien sûr, qui transcenderait le langage régional, ethnique des humains, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un langage divin, alors que dans la Bible, en partie concernant Babel, l'histoire de Babel, on dit beaucoup plus long sur l'essence et l'état actuel des langues dans une anecdote littéraire, mais qui est riche d'essence. Donc, aucune référence, mais l'homme, pasteur Dasein, chez lui, serait en partie animal, donc il est d'accord avec Aristote, sans discuter les considérations de Heidegger sur cette expression animal politique, etc. Il parle de l'institution, comme Althusser d'ailleurs, Lacan, Althusser influencé de Lacan, le bébé humain naît dans une socius. Cette citation n'existe pas dans ce livre, mais effectivement, il parle d'une institution. Rousseau n'existe pas, Condillac n'existe pas, mais il parle du langage. De quel langage? Bon, langage avec lequel on témoigne de la cosmologie et de la biologie, c'est-à-dire de notre être, de notre destination, de notre venance, disons, provenance. Ça, immense projet, perdu dans un livre scolaire, et aucun étudiant n'a chance de lire.
en plus, à mon avis, enfin, sauf l'état actuel des étudiants universitaires permet à lire. Donc, Tribe n'est pas pensé. Propulsion, pour moi, il faut que je m'explique. Propulsion, enfin, j'ai pensé que j'ai d'abord à quelque chose à voir. C'est une métaphore, c'est vrai, mais avec l'éclat. Propulsion. Irrésistible avancée pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la biologie, qui n'a rien à voir avec les besoins sexuels, qu'il faut neutraliser, dont Ahmed Soysal parle comme on était à la fin du 19e siècle et on lisait un manuel d'un positiviste français. Voilà, c'est ça, mon opposition là. Il a une culture énorme, Ahmed Soysal, mais il écrit un livre frustrant, donc c'est son kehle, je ne sais quoi, c'est son détour. Et il a complètement changé la direction depuis qu'il s'est familiarisé avec la phénologie, avec les cercles phénologiques françaises, et de mauvais côté, surtout, qui connaît Marion, Michel Henry, tout. Mais il s'est éloigné pour unifier, non pas seulement dans le sujet, unifiant de cogito, mais dans une logique. Et il loue en plus logicisme positiviste pour avoir sauvé la logique du psychologisme, etc. Donc il met à côté aussi psychologie. Et le désir, concept de désir, est disparu. Donc il n'y a que besoin qui est égalé, désir est égalé au besoin, aucun changement. Il va sûrement parler en une phrase dans la dernière partie, disons. Donc, c'est un livre faussement Éthica de Spinoza, n'est-ce pas? Lui aussi, il procède par ordre. Cette linéarité qui donne l'air d'une déduction et une argumentation, c'est ça, l'argumentation, c'est ça, mais nul est non avenu. C'est ça. Je suis très triste pour lui. C'est une amie, enfin, c'est l'une des grandes connaissances depuis presque mon enfance, disons. Voilà, qui nous a influencés par ses publications, par ses traductions. Donc, il y a un radical enfermement, non pas schizoïde, mais paranoïde, de scienticisme, quoi qu'il fasse pour se mettre en distance de la science, il se range sous l'autorité, bien sûr il l'appelle récit, donc la science ce n'est qu'un récit, pas autre moyen que la science s'exprime en récit, alors que la science travaille avec la vérification par l'expérience, si c'est possible. Une indication était intéressante quand même que certaines, disons, particules physiques n'existent que dans le laboratoire. Ils ont des noms, mais dans le vrai cosmos, ça n'existe pas. Peut-être ça existait à une époque, mais ça n'existe plus. Et dans le laboratoire, on les recrée. Ah bon, c'est vite passé, c'est extraordinaire, nouvelle. On fait des choses que dans le cosmos, il n'y a pas une existence. Très bien. Dieu, enfin l'homme,
plus qu'un semi-dieu quand même. Il ne fait pas des artefacts, mais il fait des, des particules constituantes. Donc, langage. Mon langage travaille comme ça, comme le moment de création. Je me demande d'où trouve, en dehors de citationnalité, d'ironie, mes particules à moi. Je ramasse de mes anciennes productions, mais comme j'ai une très faible mémoire, je procède par écrit. Donc, parfois, en transcrivant mes écrits, je fais des inventions en ce qui concerne moi, c'est-à-dire moi profond dans la manière de cogiter qui ne ressemble plus à personne. Un mouvement d'individuation qui s'exprime dans un mouvement langagière seulement en écrit et bien par conséquence dans la parole aussi. Voilà ce que je trouve absent et impossible que sa méthode phénoménologique puisse englober, parce qu'il se fixe dans une notion de pulsion très archaïque, très biologisante, qui est très dépendante d'une certaine causalité, bien que astrophysique n'use plus, à mon avis, les procédés de la causalité ou déterminisme. Il y a sûrement plusieurs sortes de détermination ou interaction qui existent dans ce livre-ci, mais il n'y a pas une pensée, une discussion profonde sur la conception de la causalité, ni détermination, ni effectivement le langage, ni l'histoire, loin de là. L'histoire n'existe même pas. Institution, ça existe, mais quelle institution? Institution de langage. Système de signes institué, c'est fou. Rousseau. Donc, je ne suis pas content et je m'excuse de citer sans lire son nom 2 fois dans l'un de mes enregistrements. Et c'est pour ça que c'est un enregistrement nécessaire pour rectifier un malentendu. Donc, sans développement de ma propre conception de propulsion, trépulsion, et son rapport qu'il peut y avoir avec la logique, c'est toute Nietzsche qui parle d'une certaine tendance à la logicité, et une certaine tendance ou propulsion de la bourgeoisie et des académiciens surtout à cette fade conception qui est au contraire, c'est-à-dire le rapport de substance-attribut et la manière de synthétiser ou analyser, etc. C'est logique élargie, extraordinairement. Bon, je peux reprendre et développer, mais pour ne pas oublier l'essence de mon objection, c'est, comme j'ai commencé à en dire, que j'utilise propulsion, qui n'a pas une pulsion comme ni capacité, ni une gène, ni une hormone, mais un acte, une énergie. Voilà. Beaucoup plus, ce serait beaucoup plus juste si je disais une antériorité de énergie au sens aristotélicien. Ça va raconter encore beaucoup mieux ce que je voulais dire. Mais effectivement, je pense le mot éclat qui appartient à René Scherer. On était invité à Istanbul
il était venu et il a parlé de la philosophie de Deleuze et il a souvent utilisé cette expression d'éclat, éclat. Eh bien, à mon avis, l'état d'être propulsé dans une énergétique, énergia, pour un homme, pour un individu qui s'individualisait, qui s'est singularisé et qui ne transcrit pas, il ne reproduit pas les codes établis, et il ne reproduit plus, et il se lance à une production et à l'horizon desquels il est à la fois attiré, à la fois aveuglé, soit par sa propulsion sans cause, peut-être cause à suivre, inexplicable en tout cas, la cause de ça, propulsion. C'est ça, l'éclat. Et une deuxième, il est venu, il y a sûrement 10 ans, René Chère, il est mort. Ensuite, il était très jeune, il était directeur de ma thèse, etc. Il est devenu tardivement deleuzien, spécialiste de Deleuze. C'est moi qui avais initié un peu mon propre. Bon, on va en parler, mais deuxième, quand l'été, disons 2012 ou 2012, oui, quand j'écrivais dans le même été trois grands articles sur un assaisonnaire sur Orhan Pamuk et l'autre c'était sur Ömer Uluç. Voilà, dans l'article que j'avais commencé en premier pour écrire donc Ömer Uluç, je crois que c'est Jean Berger, utilisait ce mot. Dans quelle forme, je ne me souviens pas exactement, mais soit Jean Berger citait les propos même de Ömer Uluç en ce qui concerne sa jeunesse. La phrase était à peu près comme ça. Nous étions propulsés pour faire quelque chose. Voilà, je simplifie. Mais nous, je crois que il ne disait même pas je. Donc il s'agit d'une certaine génération, une petite secte d'amitié peut-être, de Maulouj. Et John Berger, entre tant de considérations de Maulouj à droite et à gauche, donc il avait retenu cette phrase et il avait fait son thème central. Nous étions propulsés. Donc nous étions des avant-gardes. Voilà un facteur, non pas seulement l'instance langagière, mais on parle de la peinture quand il s'agit d'Ömer Uluç et de John Berger, qui accompagnait bien sûr une propulsion dans le langage aussi. Il s'était marié Ömer Uluç avec Sevim Burak, qu'elle était une grande littéraire au sens de littérature mineure, sans exemple. Elle était propulsée et elle propulsait peut-être Ömer Uluç. Je ne peux pas décider de cela. Je ne suis pas un monographe, mais le mariage est extraordinaire, c'est autre chose. Et les deux, peut-être trois avec Sarkis, je ne sais pas, mais Sarkis, il est dans l'affaire. Lui aussi, il est grand art de plasticien, il est plasticien. Et ils étaient en Afrique. Sevim Burak a écrit un livre qui s'appelle La danse d'Afrique. Et ce n'était pas une fantaisie littéraire, parce que selon le témoignage de Ömer Uluç, à moi, ils étaient vraiment vécus en Afrique parce que avant de devenir artiste, il était un ingénieur et à un moment donné, il avait un éclat, il s'était propulsé. Je ne sais pas
quelle est la part de Afrique, de l'expérience d'Afrique. J'aimerais bien citer le nom de Rami Roussel, Impression d'Afrique, qui est un titre fade, mais le contenu du roman, quand même, c'est extraordinaire au sens littéraire du terme, qui a attiré l'attention de Michel Foucault, etc. Bon, l'éclat est propulsé. Donc, c'est très lié à la notion de clésis, l'appel, et entendre, répondre à l'appel. Clésis de Saint Paul. Je ne veux pas englober tout sous cette théorie, doctrine de Saint Paul, dont je ne parle jamais, mais c'est quand même un modèle de propulsion et individualisation, un rapport à Dieu, à la transcendance, si vous voulez, sans unifier, mais dans une cogito qui se promène, parce qu'il est une propulsion, une tribe qui n'existe qu'en latente, peut-être chez tout le monde. C'est complètement, disons, dans la lignée de Heidegger, ce que je voulais dire, dans les analyses d'authenticité et inauthenticité, il explique que chez tout le monde, il y a cette couche ontologique, mais tout le monde manifeste une version ontique. On ne peut pas être plus clair dans un langage, dans une terminologie philosophique contemporaine. On sait tout de suite de quoi je parle. Analyse de la coordination chez Heidegger, Sein und Zeit. C'est clair et net. Alors, je vais vous faire une lecture, mais en continuité, bien sûr, de réfutationem et discussionem ad hominem. Mais c'est une histoire un peu compliquée, en ce qui concerne technique de cinéma, si vous voulez, ou technique de la philosophie. Donc le plus simple, c'est être sincère. Alors, ce texte intitulé Désir de participer à l'ars humane en latin. Donc, finissait avec un mot qui était inaudible que je l'ai effacé en faisant un film qui est publié sous ce titre. À l'instant après, il meurt. Voilà, le texte finit comme ça. À l'instant après, il meurt, et le dernier mot du texte, c'était Amen. Bon, qui parlait de Kenos et Pléron. Bon, toute facticité, c'est-à-dire toute fictionnalité jouée en jouée, et une sincérité, et la mort, et tout est fini. Alors, je continue dans le même texte comme un appendice, long un peu, dont je vais faire la lecture. Lecture de ce texte a constitué l'ouverture de mon film de 1h30 qui porte le titre de Refutationem discussionem ad hominem à Michel Henry, l'auteur de l'essence de la manifestation, dont les images dans mes films sont emportées d'une longue journée d'excursion à Istanbul au 11 février en 2020, toujours dans la même année, de Yenikapı à Samatya Imahot, dont
le tunnel ferroviaire fut le lieu de composition d'une poème cause à suivre qui constitue l'absence, vacuité dans le film, dans ce film, qui peut être considéré en connexion comme sa première partie, sa troisième partie, pardon, avec le film précédent intitulé Du temps humain 1. Donc il y a une promesse. Du 7 juin de cette année-ci, 2024, dont une lecture de Michel Henry sur son opposition au concept de manifestation Erscheinung en faveur de celui de révélation, à son sens, était encore absent. Lecture n'était pas encore faite. Et le texte du Ravitationem, c'est l'abbréviation, est écrit et lu dans le temps 1, dans le film qui s'appelle Du temps humain 1, la veille, dans la proximité du puits, comme montre dans le film, clairement. Alors que dans ce dernier, on voit sur les images nettes l'hiver du 2020 des donjons et des citadelles byzantins qui en constituent le pyramide. Il était un choix souverain de la signifiance, pyramide de la signifiance. Alors que la recherche et la dispute des anges médiateurs se déroulent au fond du puits. Puis, on parle du puits et du pyramide. Référence aux marges de la philosophie de Jacques Derrida. Hegel, bien sûr. Comme cette discussion des anges médiateurs comme des figures des mosaïques de Cora, l'église de Cora de Byzance à Istanbul. Du 8 au 9 juin de cette année. La discussion avec Hakan K aura un compte-rendu allègre de ma part. Et le lendemain matin du 10 juin, avec la relecture de la religion relevée, partie de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, les appendices, une série d'appendices auront des explications dues et d'une ère plus auguste et non pas allègre, dont le sujet redevient Descartes, Muhyiddin Arabi et Leibniz. Ceci était le matin du 10 et tout est terminé, c'est-à-dire enregistrement total et pas encore travaillé et publié. Le jour du 11 juin commence avec machine à coudre. Qu'est-ce que c'est? Passion des surréalistes, machine à coudre, une table d'autopsie, une parapluie, etc. C'est André Breton. Donc cette passion de machine à coudre des surréalistes comme un acte manqué, le 11 juin, marchandise dérobée, c'est-à-dire une machine que je voulais acheter comme ready-made. Dérobée. Retrouvé à Café de Nazende, finalement retrouvé à Bostandieu, etc. Et le choc de Urstimmung, affection ou la tonalité fondamentale. C'est Michel Henry aura compris tout ça. Le choc de Urstimmung du café antiquaire me fait tomber sur l'une des pages des Morales,
mon œuvre, achevée ou pas achevée, mais qui est en train de s'achever comme ça, des Morales de la série de 2020, daté de 15 mars. Morale qui intitulait Morale de nonchalance, insolence, jusqu'à l'insolence. Morale de la nonchalance jusqu'à l'insolence. Depuis, non touché, qui avait resté intact, intouché, non corrigé, les manuscrits, après mon hospitalisation de mai 2020. Et l'après-midi de cette journée, à soi dire, elle était prête pour être lue et d'être enregistrée. Et la romance commence. C'est un texte que j'adore. Et ce matin-là, le très tôt de cette journée, j'avais déjà publié 8 couleurs qui passaient pendant la pandémie de 2020. Avec Momo, j'ai publié sur Dailymotion. Et j'ai achevé l'autre film, discussion est vous avez compris, est publié ce matin. Je suis encore vidé d'esprit, Einfühlung ou Einfühlung, selon la traduction de İsmail Tunalı Özdeşleyin, est nécessaire, est nécessaire. Und Abstraktion, Einfühlung und Abstraktion, c'est un livre traduit par İsmail Tunalı de Wohinger. De qui Agamben parle d'une manière mécontente comme Deleuze, qui a consacré un grand article à l'intérieur de 1000 plateaux qui s'intitule Lycée Citrier. Donc, c'est une référence néo-kantienne ou très peu, très les Kants. L'autre point, je passe à l'autre point qui sera un peu discussionem, refutationem ad hominem. Ce n'est qu'un appendice à ce qu'on a fait depuis 2 jours, au moins. Ça concerne Ahmed Soysal, moi, personnellement, ad hominem. J'ai vérifié ce matin, ce matin-là, Ömer Uluç, le livre intitulé Ömer Uluç, Parçalanmanın Kimyası, en 2 langues bilingues, Chemistry of Fragmentation, et dans lequel il y a un article de moi. Dans mon article intitulé approximativement 25 projections, qui ne sont qu'un écho à celle qui écrivait Ömer Uluç, 25 propositions, quelque chose comme ça. Donc c'était en guise d'une réponse. Donc, Jean Berger, dont j'ai parlé comme ça spontanément en parlant d'Ahmed Soysal, brusquement ça m'est venu à l'idée cet article que j'avais écrit. Donc
j'avais cité John Berger. John Berger est en épitaphe de mon article. Je citais ces mots de lui qui citait probablement Ömer Uluç. Kulakları ve kuyrukları dikilmiş hayvanlar gibiydik. C'est dans mon speed de mon article. Et voici l'éclat, ce que je comprends de l'éclat dont hier je parlais dans mon enregistrement par rapport au livre dans mes sociales. Et voici ce que je comprenais exactement de l'éclat comme notion et de la propulsion qui est devenu mon concept depuis quelque temps, dont je parlais contre la logique pulsionnelle d'Ahmed Soysal, le titre de son livre qui est publié, je crois, en 2009 peut-être. En turc, j'ai lu. İtkisel mantık. Voici la citation précise de John Berger. Now galvanized, our ears pricked up, and our tails stand up back. Une image, une sorte de Janus, Janvier, l'ange de l'histoire, divisé en deux, en façade, dans une omnitemporalité qui n'est qu'une ewigkeit, l'éternité, immobile et abyssalement foudroyante des charges électroniques, parce qu'il parle de galvanisation, électronique de ionisation, en éclair et en éclat divin de tonner en allemand, propulsé pour la création, pour qu'elle soit éternellement recommençante, toujours renouvelée dans les chances qu'elle ne distribue pas, comme la justice distributive d'Aristote, une justice équitable jamais existe chez Zeus, ni dans la justice naturelle, ni dans la justice divine, ni chez humaine. Donc, mais dans une surabondance qui défie toute sélection naturelle, du bas instinct au sommet éthéré des cimes et au fait des humains qui se surdépasseraient dans la folie de création. Fête, ici, ce n'est pas festivité, ce n'est pas une fête, mais un clé architectural, fête, avec une circonflexe, s'il vous plaît. Au fait des humains qui se surdépasseraient dans la folie de création, génération, fresque, aveuglée par la pression, censure et interdit arbitraire du agile cure, censura, du shell, schuld, un béni, fortuitement sauvé, spontané, etc. Tout mon lexique que j'ai travaillé depuis quelques temps. Et en mes sociales, dans la note, dans mon article, dans la note 21 apparaît, cité
avec louange, beaucoup de louange. Et le sujet, c'est le ténèbre, sous les ténèbres, dont la mort, je cite, trop négligée dans la peinture turque, mais comme mot ou image, n'en est que la métaphore, selon moi, sous sa plume. Donc, il n'arrive pas à parler de la mort, mais il dit ténèbres. Et il dit que le thème de la mort est trop négligé dans la peinture moderne turque. Marouche, il est peintre moderne turc. Et il a pris ce qu'il a fait comme tableau, Ulush, finalement. Et il écrit tout ça. Au-delà des jeux des peintres, parce qu'il dit que les peintres, ils jouent, ils ne sont pas sérieux. La phénoménologie scientifique, c'est plus sérieux, etc. Et il nomme Franz Hals et Ömer Huluç, mais en combinant convenance. Voici l'essence de la citation que j'avais faite de lui. À peu près, j'ai cité tout ce paragraphe de Ahmet Social pour soutenir mon discours dans l'année de 2009. Après une année de la mort de mon père personnel, non pas notre père général, étant jeté au sens heideggerien ou propulsé au sens de ma terminologie, je devrais vérifier l'expression heideggerienne du concept. C'est une sorte être jeté, ce qu'on traduit régulièrement, Vergangenheit, ou il y est à l'autre concept de délaissement d'un corps harmonique céleste ou organique, biologique. Tout est délaissé, jeté, être jeté, le corps céleste et le corps biologique. Jeté au monde dünyaya fırlatılmışlık olmak teması Heidegger Zannunzeit. Chargé ou vidé, chargé des électrons, comme disait John Berger, galvanisé ou vidé, neutre, galvanisé. Lui, Ahmet Social, dans son écriture, je parle de son livre de la logique pulsionnelle. Il n'arrive plus à dramatiser les concepts philosophiques comme des vrais acteurs ou actants subis à des forces véritables. Il le réduit au sens soi-disant phénoménologique et dans une calme où il apaise, neutralise, mais il n'arrive pas à apaiser quelque chose parce qu'il ne parle pas de la drame humaine. Dans son livre, si, je ne parle pas en général d'Ahmet Social, que je connais depuis beaucoup de temps, sauf certains passages. Sauf ces passages qui ne visent que faire. Donc, très pragmatique. Car il est simplement attiré, non pas lui, mais le sujet supposé qu'il décrit. Attiré. Le plus bas, voilà, la scène qu'il décrit, qui finit avec le verbe faire, très banal. Le plus bas de la réaction empirique dans l'échelle, au moins bergsonienne,
rejetait d'emblée, sans donner le nom, lui, Ahmed Soysal, rejette même la philosophie de Élan Vital de Bergson, sans donner le nom, comme prévu dans sa préface, à cause de ce concept d'Élan Vital, en disant à peu près comme ça. Yaşamsal içki değil, içkisel mantığın alt dalı olarak mantıkla ilgileniyorum. Donc je ne parle pas de l'élan vital, pulsion vitale ou élan vital, mais je suis du côté de la logique et qui nous pulse, qui nous propulse, si vous voulez, içkisel mantığı. Bon, il préconise une logique qui engloberait à la fois cosmologie, la biologie et l'être du langage, c'est-à-dire région humaine. Donc, quelques mots écrits en turc que je dois répéter. Yaşamsal içki değil, içkisel mantığın alt dalı rejyonel bir ilim olarak yaşam. Un jeu vite et deux mots, car il n'est pas expliqué. Non, la glorification de la logicité de la vie, et non même pas de l'être, qui dépasse le désir, la décision, la liberté, libre arbitre, intentionnalité, individualisation, surtout à mon sens par la littérature, quand il s'agit de l'humain, par littéra, qui ne se contente pas de faire des transcriptions comme le DNA, qui ne se transcrit plus les codes génétiques. Mais, c'est moi qui parle, elle est rebelle, même à l'intérieur du code. Tabula rasa, ou se référer aux idées, dit-il à Ahmed Soysal, eskilerde kaldı. C'était les anciens qui nous renvoyaient aux idées ou faisaient des tabula rasa. Réduction phénoménologique n'est qu'une tabula rasa, un acte de rasoir à William. Pourquoi alors nommément Kant dans ce livre de lui, quand il s'agit de faire sens avec la phrase, au risque de tomber à la logique de proposition et non pas à la logique pulsionnelle, à la logique de proposition et au jugement prédicatif avec Kant. Où sont, je lui demande, où sont les forces d'attraction et de répulsion qui nous obligent à un tel ou tel jugement? Où sont le fragment dominant et épocal historique dont parlait Nietzsche dans la volonté de puissance? Pourquoi affirmer le positivisme logique, comme Ahmed Soysal fait dans une phrase? Une fois que la réalité comme thèse naturaliste, convenablement à l'essence de la phénoménologie husserlienne, une fois la réalité comme thèse naturaliste, qui vient ou pas des grands récits, thèse naturaliste, quelle thèse naturaliste, qui est déduite d'un certain récit, parce que Ahmed Soysal parle des grandes recherches astrophysiques comme récits. Ils ne sont que des récits, dit-il. Des récits mis en doute. De quelle positivité dont nous parlons? Pas moi, bien sûr, mais lui. Parce qu'il parle de
positivisme logiciste qui a réglé plusieurs problèmes. Quelle positivité? Quelles sont les forces quelles sont les forces reproductibles qui agissent sur un être capable de parler et sauf la production sexuelle et en dehors du langage structuré comme un système, c'est mon expression plutôt, et la possibilité de dire quelque chose qui ne se réduirait pas à ce qu'il dit et sera non déchiffrable ou transcriptible dans son fond ineffable ou offensé. Ce sont mes mots. Pour mes questions à lui. Pour quelle fin, avec ou sans finalité déterminable par lui-même, l'espèce humaine se cogite avec le mot, si vous voulez avant le mot, avec le mot qui lui manque. Car, espèce humaine, y compris en médecine, car elle les refuse d'emblée. Les mots. Pour être tranquille dans sa soliloque intérieure, cogitatum, et sans heurte ni choc, c'est-à-dire ni d'être heurté ni d'être choqué, des corps étrangers, ce sont des mêmes mots. Décidé qu'il est et qu'il ne s'expose jamais au duel, au vrai, à la dialectique, mais, comme disait Sartre, pour Husserl, mais selon une loi impérieuse de logicité, ce que Sartre détestait chez Husserl, mais selon une loi impérieuse de la logicité, qui ne sont même pas des lois eidétiques au sens husserlien, développées, nuancées. Ou les procédés réitérables, c'est mon expression, avec Derrida. Car saisissable, réitérable, car saisissable par intuitionné, de lire, avant tout, de lire. Ce que tu peux lire, tu peux réitérer et tu peux emprunter son procédé. C'est ça, la transcription, non pas génétique, mais dans la chimie de lecture et d'écriture. Donc, il ne parle jamais. Il ne thématise pas. C'est la loi d'attraction et gravitation universelle qui lui intéresse dans les discours. Donc. So, pire de religion pour moi, de pierre monolithique, ce qu'il appelait Hegel et Derrida d'Angla. Pierre monolithique, pierre noire de mec. Un fétiche, un totem. Logique, je parle de la logique. Voilà, je continue à monter. Quelles sont les forces alors? De quoi parlons-nous? Ineffable, offensé, pour quelle fin ou sans finalité déterminable par lui-même, l'espèce humaine se cogite avec les mots qui lui manquent, car elle refuse d'emblée pour être tranquille dans sa soliloque et sans heurts ni choc des corps étrangers, décidé qu'il est et qui ne s'expose jamais au duel, mais selon une loi impérieuse de la logicité, qui n'est même pas les lois d'éthique, ou les procédés réitérables, car saisissable par intuition de lire, selon mon expression, l'auteur dénommé, l'auteur autre que son recroquement, enfermement sur soi, peureux, d'autant plus propulsé
à la violence coercitive du soi-disant logique, de laquelle déduite et à laquelle soumise comme due, ce que les anciens appelleraient la religion ou obéissance quelconque. Voilà, c'est fini mon intervention, merci. Qu'est-ce que tu fais encore sous cet arbre de noiserie et entre deux arbres qui te voient bien? L'autre, c'est figuière. Tu écrivais ce matin très tôt, fugue. Encore tu es en fugue. Et tu calcules tes toccate. Et tu disais bizarrement scato. Non. Tu remplis et tu te vides. C'est ton, c'est ta vie corporelle, charnelle. Donc, il y a une expérience de Lavoisier qui est repris par André Breton. Et c'est une expérience de récipient parallèle. Oui, c'est pour montrer que dans une pression atmosphérique et dans une altitude précise, l'eau dans n'importe quel récipient aura la même altitude et longitude. C'est ça, diagramme. C'est facile. Tu auras au moins 2-3 paramètres dans la vie. Tes critères, tes jugements. Ton immense figuier sous les murailles. Tu n'as pas le droit d'entrer en ville encore. Tu attendrais au rais des murailles de ta ville. Tu n'aurais pas dû sortir de ta ville. Maintenant, tu es interdit d'entrer. Interdit par scandalon. Scandé. Tu es scandé. Tu es coincé. Tu es surveillé. Tu es vu de toutes parts. Et tu n'as pas monté cette tour, pas encore. Mais tu es entré là-dedans, n'est-ce pas? Tu as vu la coupole baroque, là où une lumière, effectivement, comme on disait, un plissement dans le plissement, on ne voit pas le ciel, mais on suggère qu'il y a le ciel. Bien sûr que c'est protéger le toit des intempéries, mais suggestion de lumière qui ne vient pas directement, mais suivant le but de l'architecture, ça descend en lumière inondante. Effectivement, ce qui veut dire que la lumière des lumières te sont interdites. Pour l'instant, tu es dans une monade, mais ce n'est pas une monade uniforme qui se répète, mais une monade singulière. Là, tu peux te singulariser dans ta monade et même dans le cosmos qu'on dit Barzakh ou Araf, et selon Dante, purgatoire. Là, tu n'auras plus de cœur, mais tu seras encore en attente. Et tu trouveras tout ton approvisionnement
de tout seul, et non pas à travers une production des biens matériels, mais tu seras une pure production et tu vas te faire, tu vas t'évaluer, encore jusqu'à le jour du Dieu, le jour de jugement. Là, à la fois les vivants, à la fois les morts seront affolés, dit-il, Sohraverdi. Le temps d'attente, un jour, une semaine, 50 milliards d'années, qui compte une semaine pour Dieu. Voilà, une espèce et temporalité tracée dans ce petit matin, à partir de ma lecture de Sohraverdi, le livre de sagesse, qui interprète abondamment Muhyiddin el-Arabi, et qui a fondé quand même Sohraverdi l'école, disons, néo-platonicien islamique chiite de Isfahan, et qu'il a eu deux grands commentateurs qui ont écrit 5 livres sur lui, Malakat, donc reproduit et traduit par Henri Corbin dans les années de 1976. Quand j'étais 16 ans, insouciant, très intègre garçon.